François Claus vous informe sur Europe 1. Il est 18h33 sur Europe 1, place au fait du jour avec vous François. Le fait du jour est le débat d'Europe 1 à 18h30 tous les soirs. Si c'était un roman noir, voire même une comédie, on aurait pu dire copinage, malsain et Macronie pour le titrer. On est dans un fait grave et assez inédit. Pourtant, on a assisté aujourd'hui à un exercice de démocratie directe devant les caméras de télévision auquel on est peu habitué en France. 5 heures de direct pour cette commission des lois qui s'est transformée en commission d'enquête à l'Assemblée nationale et qui a voulu auditionner sous le feu roulant des questions des députés, à la fois le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le préfet de police de Paris, Monsieur Delpuech. Fait inédit en France, ce que cette affaire révèle à la fois des relations entre police et politique, ce qu'elle révèle également du pouvoir en place et de la Macronie après un an de pouvoir du nouveau président. C'est ce que nous allons essayer de décrypter dans ce débat d'Europe Soir, et nous sommes heureux d'accueillir tout d'abord Monsieur Jean-Marc Bailleul. Bonsoir Monsieur Bailleul. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général des cadres de la sécurité intérieure. Votre chef direct, le préfet de police de Paris, Monsieur Delpuech, s'est donc expliqué. Premier commentaire peut-être, face aux députés, comment vous l'avez trouvé? Il a défendu l'institution. Bon, j'ai trouvé plutôt bon, c'est-à-dire que à son niveau, il a clarifié les responsabilités des uns et des autres. J'aurais juste un petit reproche à faire, c'est sur le fait qu'on axe un petit peu cette affaire sur le fait que 3 policiers ont transmis la vidéo à M. Benalla, et l'instruction révélera si c'est à sa demande ou de leur initiative, alors qu'à la base, et c'est ça que les policiers attendent comme réponse, c'est pourquoi M. Benalla a eu tous ses passe-droits à la fois matériel et sur sa présence sur la voie publique, sur des maintiens de l'ordre. Alors on parle effectivement du port d'armes, on parle du brassard de police, on parle même de son statut finalement d'observateur, puis de son intervention directe aux côtés des forces de l'ordre. Du côté Jean-Marc Bailleul, à la fois de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, on ne reconnaît aucun manquement. Ça veut dire tout est là-bas du côté de l'Élysée? Écoutez, il y a bien quelqu'un qui a accepté, et ça a été abordé quand même dans les auditions, je crois que le préfet de police y a répondu, il a nommé un des commissaires qui avait validé la présence de cet observateur à de multiples reprises. Nous, la question qu'on pose, c'est comment un jeune homme de 26-27 ans, sans qualification et sans expérience, puisse se retrouver avec un tel poste en responsabilité, qu'il puisse avoir un véhicule équipé police, et vous avez entendu le ministre qui a dit que c'était absolument pas le ministère de l'Intérieur qui avait fait équiper ce véhicule, donc il y a bien quelqu'un qui l'a fait équiper, qui avait effectivement eu ce brassard, qui donnait dans des réunions du groupement de sécurité du président de la République, en présence des plus hautes autorités de ce groupement, des ordres devant des policiers des CRS et du service de la protection. Donc il y a quand même... On a le sentiment, justement, à vous entendre, Monsieur Bailleul, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, qu'il y a une forme de soumission de l'institution policière lorsque quelqu'un se présente en disant « mais moi je suis conseiller à l'Élysée, je fais ce que je veux ». Alors la soumission, simplement on a une position, on répond vraiment à la hiérarchie. Et effectivement, quand vous avez quelqu'un de l'Élysée qui se présente comme adjoint du cabinet ou lieutenant-colonel de la réserve, et qui est vraiment visible auprès du président, souvent, vous l'avez cité, dans ses déplacements au sport d'hiver ou au Touquet, effectivement les policiers se demandent si cette personne n'a pas un pouvoir important et qui pourrait quelque part avoir ou avantager leur carrière. Ouais. Et là, ça c'est plutôt négatif, ou plutôt leur être plutôt nuisible. C'est ce que le préfet de police qualifiait de copinage malsain. Restez bien avec nous en ligne, Jean-Marc Bailleul. Nous allons continuer à débattre, mais je suis très pressé d'entendre le point de vue de Vincent Nouzille. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Journaliste d'investigation, spécialiste des enquêtes au sein des services. Vous publiez notamment Erreur fatale chez Fayard, ou comment nos présidents ont failli face au terrorisme. Selon vous, Vincent Nouzille, qu'est-ce que cette affaire révèle des relations, semble-t-il, un peu troubles entre pouvoir politique et hiérarchie policière? Au-delà du fait que ça concerne pour l'instant un seul personnage à l'Élysée qui aurait dérapé, la liste des dysfonctionnements, mensonges, petites cachotteries et surtout avantages dont semblait bénéficier ce monsieur laisse à penser que
quand on a la confiance du président, on a une espèce de pouvoir surpuissant. Alors c'est évidemment le cas sous Emmanuel Macron, puisqu'on l'accuse même d'avoir trop de pouvoir présidentiel et qu'il gère l'ensemble des affaires de la France avec une poignée de fidèles. Il faut savoir que à ses démarrages politiques, il y a 2 ans, il n'y avait pas grand monde autour de lui. Donc il y a des militants dévoués et puis il y a des carriéristes qui peuvent être aveuglés et même éblouis par le pouvoir et qui se sentent et qui pètent les plombs en quelque sorte. Donc il est probable qu'au-delà du cas personnel, ce cas personnel révèle ce genre de comportement que le système présidentiel français et le système Macron en particulier peut générer de manière régulière. Il faut se souvenir que sous François Mitterrand, au début des années 80... C'est ce que vous écrivez notamment dans Erreur fatale. Hein, complet de dévoiement autour de la sécurité du président, des coups illicites, de coups tordus dans tous les sens, en dehors et en conflit d'ailleurs avec l'ensemble des services de police. C'est même, on peut dire, Vincent Nouzet, il y a un grand classique de la Ve République, hein, le général de Gaulle avec le SAC, François Mitterrand que vous évoquez à l'instant, la guerre police-gendarmerie également du temps à la fois de Chirac et de Sarkozy. On a l'impression que la sécurité de l'Élysée est un tel enjeu qu'elle ne peut qu'être problématique. Oui, il faut se souvenir d'ailleurs que la Ve République a démarré dans un contexte de guerre d'Algérie où même la sécurité physique du président, du général de Gaulle, a été maintes fois menacée. Il y a eu des attentats contre lui. Donc le fait qu'il voulait s'entourer, si je puis dire, de gens de fidèles, on les appelait les gorilles de la République, services de sécurité, des gens qui étaient... il y avait même la crainte de trahison au sein même des propres services, au sein des services secrets, au sein de l'armée. Il y avait les pro-Algérie françaises qui voulaient la peau de Gaulle. Et là, vous parliez d'Algérie, mais ça a été également le cas d'une guerre à un moment donné de climat pour protéger un certain nombre de secrets. Est-ce que ça veut dire, Jean-Marc Bailleul, et on sait, c'est confirmé aujourd'hui qu'il y avait un projet éventuel et hypothétique de refonte de cette sécurité de l'Élysée, qu'on est là dans une nouvelle illustration de guerre des services, de guerre police-gendarmerie dans cette affaire ? Oh, guerre police-gendarmerie, je ne dirais pas ça, parce que le GSPR a vu son chef changer d'arme, si je puis dire, puisqu'avant c'était une commissaire de police qui, au départ de M. Hollande, a été remplacée par un colonel de gendarmerie. Donc l'alternance en soi permet quelque part de calmer les rivalités sur des postes de positionnement. Nous, ce qu'on demande simplement, et cette réforme du GSPR qui est envisagée, nous inquiétait, puisqu'elle sortait, ce service sortait du service de la protection des personnalités, et on avait bien compris au travers des petits échanges qu'on avait pu avoir ici à droite ou à gauche que l'idée c'était de faire rentrer des gens du privé dans le service de sécurité de l'Élysée. Et là, cet exemple, celui de M. Benalla, j'espère va faire réfléchir les décideurs. Parce qu'effectivement, entre des professionnels aguerris qui sont quand même liés à une hiérarchie avec une autorité administrative soumise à l'autorité judiciaire, qui sont expérimentés et sélectionnés avec des gens du privé où on a quand même quelques doutes sur leur qualification, il y a eu des affaires quand même qui l'ont prouvé par le passé, et celle-là le révèle. Donc, j'allais dire, chacun à sa place. Autrement, le risque, c'est de multiplier ce genre d'affaires. Vincent Nouzet, c'est cette leçon qu'il faut tirer de l'affaire en cours, et on a l'impression, à chaque fois, on repense à l'affaire Proutot notamment, que on ne tire pas du côté du pouvoir et du palais élyséen les leçons, et qu'on descend même d'une marche pratiquement à chaque fois. Ah, tout à fait, puisqu'il faut savoir qu'après, justement, cette histoire de la cellule des gendarmes de l'Élysée, commandée par Proutot dans les années Mitterrand, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites, justement, la gestion du groupement de sécurité de la présidence de la République a été confiée à des professionnels, on a réformé la loi sur les écoutes téléphoniques parce qu'il y avait eu vraiment des dérives, donc il y a des leçons, mais simplement ce qui est paradoxal, c'est que Emmanuel Macron avait promis de réformer tout ça, de rénover le système, et on retombe dans le fond sur un ressort tellement fondamental de la vie politique et des entourages, c'est les courtisans, c'est les fidèles qui veulent à tout prix se faire bien voir du président et qui sont prêts à tout, y compris à franchir la ligne jaune, dans le fond, pour rendre service ou présumer rendre service à leur patron. En fait, ils les desservent. Jean-Marc Bailleul, est-ce que vous voyez une sortie de crise de votre côté, vous, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure ? La sortie de crise, c'est de faire que
on ne puisse pas confier à une personne, ou j'allais dire à des personnes, parce qu'il y a aussi le problème du réserviste chef d'escadron qui était avec M. Benalla sur cette manifestation, ça pose qui est salarié de la République En Marche. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion des genres. Quand on est dans un cabinet conseiller sécurité, on est dans le cabinet, mais on n'est pas opérationnel aux côtés de policiers ou de gendarmes qui pratiquent ce métier si compliqué. On ne doit pas avoir de véhicule équipé police, on ne doit pas porter de brassard police, on ne doit pas être nommé lieutenant-colonel expert. Vous imaginez pour les gendarmes de terrain ou les policiers qui ont 20 ans d'expérience de voir qu'on peut être nommé lieutenant-colonel expert. On rappelle que ça c'est un grade, on va dire, d'honneur là parce que c'est au long de la réserve qu'il a eu ce titre. Oui, mais comme expert. C'est-à-dire que c'est une troisième voie de la 27 réserve. ans, on rappelle. Et l'expertise à 26 ans, moi je pense plutôt, c'est que la gendarmerie a vu dans cette personnalité, placée auprès du pouvoir, très près du pouvoir, une opportunité d'avoir des relais. Et dire, et ça c'est une demande qu'on fait et qui doit être aussi une conclusion pour sortir de cette crise et que ça ne se reproduise plus, c'est qu'il y ait une transparence complète sur la réserve citoyenne de la gendarmerie. On doit savoir dans ce pays qui est lieutenant-colonel de la réserve citoyenne, les politiques, les journalistes, des personnalités haut placées, qui quelque part jouent un rôle, mais qui est absolument opaque. Nous, on demande la transparence. Ce sera le cas également sur le plan politique, peut-être, réflexion en cours sur les fameux chargés de mission qui sont nommés sans être au journal officiel, donc qui sont, on peut le dire de manière non seulement rhétorique, mais dans les faits officieux. Nous sommes dans ce studio et je suis heureux de l'accueillir avec Nicolas Prissette. Bonsoir Nicolas. Bonsoir François. Nicolas Prissette nous a rejoint pour débattre avec nous. Vous avez écrit Le Président inattendu chez First, Macron en marche vers l'Élysée, également chez Plomb. Vous êtes on va dire un des grands spécialistes de la Macronie. Il faut voir dans cette affaire peut-être une dérive d'un pouvoir jeune, ultra-autoritaire, ultra-centralisé, finalement. C'est vrai que c'est une tendance à vouloir faire cette lecture de l'histoire, de considérer qu'Emmanuel Macron est trop seul et peut-être mal entouré, et qu'il y aurait une dérive de l'Élysée. Bon, je suis pas persuadé que on ait tous les éléments pour en fait tirer cette conclusion-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Sauf qu'après les deux auditions de cet après-midi, celle du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, on a du mal à voir un manquement précis et on voit bien que les deux institutions renvoient vers l'Élysée. On voit à l'issue des deux auditions d'aujourd'hui, et je pense qu'on aura des précisions supplémentaires avec les auditions qui vont venir, notamment des plus proches collaborateurs du président. Oui, rappelons que le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet du président seront entendus par le Sénat très prochainement. Oui, on voit qu'il y a une convergence qui se fait autour du directeur de cabinet du président de la République qui n'aurait pas pris la décision appropriée au regard de la vidéo de Benalla, d'une part, et d'autre part, au sein de la préfecture de police de Paris, il y a semble-t-il aussi des responsabilités qui étaient ses amis, qui l'ont couvert, qui lui a fourni l'équipement de police qui était affublé le 1er mai. Donc on voit qu'il y a des responsabilités autour de lui qui sont en train d'être désignées à travers ces auditions, à travers ce qu'on sait après. Et donc de la machine élyséenne, j'insiste, oui, Nicolas mais Prissette. Après, qui est responsable de la façon dont, on va dire, Monsieur Benalla, personnel de l'Élysée, Monsieur Benalla, membre de l'entourage présidentiel, qui était responsable de lui, de sa gestion en termes de gestion des personnes humaines. Mais ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Qui lui a confié ses responsabilités ? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la demande de badge à l'Assemblée nationale ? On ne sait pas. Oui, mais est-ce que, je pense que il est trop tôt pour apporter des réponses définitives à ces questions-là. Espérons le savoir au cours des auditions qui vont venir. On va peut-être avoir des éléments supplémentaires aussi avec l'enquête de la police dont on devrait avoir les conclusions assez rapidement. Mais pour l'instant, n'allons pas trop vite en besogne avant de savoir qui était vraiment responsable de son ascension fulgurante au sein de la machine Élysée. Vous nous dites que ça peut être la dérive également d'un homme ou d'une histoire personnelle, ce que d'ailleurs, via ses avocats, Monsieur Benalla laisse entendre cet après-midi pour éviter qu'on fasse de la récupération politique. Il reste, Vincent Nouzille, que c'est aujourd'hui une affaire clairement politique et que la stratégie du pouvoir, c'est je me mets le plus en retrait possible du côté de l'Élysée, mais on sait que ça ne tiendra pas longtemps. On ne peut pas échapper à des questions à la fois sur l'organisation du cabinet, donc le rôle du directeur de cabinet dans cette affaire, du directeur de cabinet, le président Frozza à l'Élysée, et sur la responsabilité politique, si ce n'est pas administrative, en tout cas, du président lui-même.
il porte le chapeau de l'ensemble de sa politique, il veut en assumer la responsabilité, donc il est très clair qu'il prend déjà, si je peux dire, l'effet boomerang de cette affaire dans le nez, et qu'il devra s'expliquer sur la confiance peut-être abusive dont il a été abusé, qu'il a placé dans ce personnage, qui est quand même l'adjoint de son chef de cabinet, c'est-à-dire l'homme au courant de tous ses déplacements, son agenda, ses déplacements privés, professionnels, et politiques, et de sa sécurité. Donc visiblement, il avait confiance, comme vous dites. Et ce mot de confiance, Nicolas Prissette, est extrêmement important dans le fonctionnement d'Emmanuel Macron avec ses plus proches. Oui, bien sûr, si on refait un peu l'histoire récente quand même, Emmanuel Macron arrive à l'Élysée avec une équipe de proches conseillers et puis avec donc Alexandre Benalla et d'autres personnels chargés de sa sécurité, mais qui ne connaît finalement depuis pas beaucoup de temps, puisque c'est un monde qui lui est totalement étranger. Alors il connaissait certes les officiers de sécurité de la police qui s'occupaient de sa protection quand il était ministre. Mais quand il s'est agi de mener campagne et de sécuriser notamment ces meetings, eh bien, il a fait appel à des officiers de sécurité, enfin en tout cas des personnes d'entreprises privées. Donc il y a effectivement une confiance qui s'est établie, puisque Emmanuel Macron a pu constater, alors on parle de lui, mais disons aussi son entourage, les personnes qui travaillent avec lui ont pu constater qu'Alexandre Benalla et ses amis effectuaient correctement leur travail de sécurité. Et donc il arrive à l'Élysée avec lui, et ensuite il y a la question de savoir comment doit être assurée sa protection au sein de l'Élysée. Et là, on tombe sur une histoire qui est très classique, c'est celle de la rivalité entre les services qu'on évoquait. Entre les services. Et là, en l'occurrence, la police, bien sûr, le GSPR, et aussi ces personnes qui ne sont ni policiers ni gendarmes et qui arrivent auprès d'Emmanuel Macron. Et je pense que c'est un élément fondamental. Nous rappelait l'importance de la professionnalisation de la sécurité. Dernière question pour vous, Nicolas Prissette. Il a raison pour le moment de ne rien dire, Emmanuel Macron. Alors, on voit que son agenda se modifie légèrement. Il n'ira pas sur le Tour de France. Là, bien sûr, mais il n'a pas rien dit. C'est vrai qu'il n'est pas apparu publiquement, et je pense que tant que les enquêtes sont en cours, et notamment l'enquête judiciaire, faut pas s'attendre à ce que le président de la République prenne la parole sur une affaire que l'Élysée aimerait ramener à juste une histoire de gestion de personnel mal faite. Maintenant, il s'est exprimé, Emmanuel Macron, puisque hier soir, par la voix de son entourage, comme on dit, par la voix de ses conseillers, il a fait savoir qu'il désapprouvait totalement ce qui s'était passé avec Alexandre Benalla. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas Prissette, auteur, je le rappelle, de Macron en marche vers l'Élysée, aux éditions Plomb. Merci à vous, Vincent Nouzéi, d'avoir participé à ce débat, auteur d'Erreurs fatales chez Fayard. Et merci à vous, Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. C'était Carole, le débat d'Europe Soir.